Ma fille ado, jusque-là si sage et parfaite, a disparu sans laisser de traces. J'ai passé des années à la chercher, et ce que j'ai fini par découvrir continue de me hanter à ce jour. Ma petite Lynn, si douce, était de celles qui se cachèrent derrière moi dès qu'un garçon lui disait bonjour et qui devenait écarlate devant le moindre baiser dans un dessin animé. C'est en entrant au lycée que j'ai noté un changement subtil. Elle a commencé à se maquiller davantage, à porter des vêtements plus courts. À chaque fois que j'essayais d'en parler avec elle, elle explosait. « C'est mon corps, je fais ce que je veux. » Ou encore « Mais tout le monde le fait, maman. » Pour moi, c'était très difficile à vivre. Je voyais, impuissante, ma petite fille se transformer en celle qu'elle pensait devoir être pour devenir adulte. J'ai toujours tenté de lui expliquer que le maquillage ou les vêtements courts, ce n'était pas forcément suivre les autres, que l'essentiel était qu'elle soit fière d'elle et de ce qu'elle voulait devenir. Mais rien n'y faisait. Elle refusait d'écouter. Et comme j'ai toujours cru à une éducation plutôt ouverte, je me disais à l'époque que ce n'était qu'une étape comme une autre. Pourtant, notre relation s'est peu à peu dégradée. Les discussions sont devenues des disputes, les disputes des crises. Elle a commencé à ramener des garçons à la maison, certains que j'ai à peine vus mais dont l'âge semblait bien plus avancé que le sien, jusqu'au jour où j'ai craqué. Profitant de son absence, j'ai fouillé sa chambre, persuadée qu'elle avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. En ouvrant sa table de nuit, j'ai trouvé un petit sachet blanc caché derrière la lampe. J'ai eu ma dose de soirées étudiantes, je savais très bien ce que ça voulait dire. Quand Lynn est rentrée, l'affrontement a été violent. Elle s'est mise à crier et j'ai fini par lui répondre sur le même ton. C'était allé tellement loin que, le lendemain matin, en allant voir si elle était partie au lycée, elle n'était plus là. 2 valises avaient disparu dans mon placard. J'ai appelé la police aussitôt. Comment Maline avait-elle pu en arriver là? Fuir sa propre mère, celle qu'il aime plus que tout? J'ai battu la campagne pendant des heures, inspectant chaque rue de notre petite ville. Rien. Ni moi ni la police n'avons retrouvé la moindre trace. 4 ans ont passé, sans le moindre signe de vie, jusqu'au jour où la maman d'une amie de ma fille m'a envoyé un post Instagram glaçant, une vidéo de Lynn dans un reportage télé. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi elle passait à la télé avant de lire le titre. Scandale autour des travailleuses du sud de la ville. J'étais sous le choc. Impossible que ma fille ait pu tomber aussi bas. Plus je la regardais, plus elle me semblait absente, sous l'emprise de quelque chose. Les larmes me sont venues immédiatement. J'étais là, assise dans ma chambre, à voir la vie de ma fille partir en fumée, sans pouvoir rien faire. La vidéo venait de Los Angeles, en Californie, alors que nous vivions dans un coin perdu du Texas. J'ai eu besoin de quelques jours pour encaisser, puis j'ai su qu'il fallait que j'aille la chercher. J'ai pris le premier vol pour Los Angeles, et à peine arrivée, j'ai loué une voiture et j'ai passé mes journées à sillonner tout le sud de la ville, comme l'indiquait le reportage. Rue après rue, quartier après quartier, je cherchais Lynn, avec la certitude que, même si j'avais peu de chance, je ne pouvais pas abandonner. Je n'ai même pas pensé à prévenir la police, consciente qu'ils ne feraient rien. Puis, un jour, un miracle. En roulant dans un quartier délabré et désert, j'ai cru reconnaître ses traits. J'ai ralenti, baissé la vitre et crié « Lynn !» Elle s'est retournée aussitôt. C'était elle, ma petite fille. Je suis sortie de la voiture en courant et, à ma grande surprise, elle a fait la même chose. « Maman! Maman !» criait-elle en se jetant dans mes bras. On s'est serré aussi fort qu'on le pouvait, les larmes coulant sans qu'on puisse s'arrêter. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. Elle est montée en voiture et, après de longues minutes de câlins et de larmes, je l'ai emmenée manger pour discuter. Mais Lynn était ailleurs. Je voyais bien qu'elle souffrait. Je pensais qu'on allait pouvoir parler, rattraper un peu le temps perdu, mais elle est restée prostrée, le regard vide, insensible à tout ce qui l'entourait. Je ne savais pas si c'était à cause de ce qu'elle avait pris, mais j'étais désemparée. À la fin du repas, j'ai réussi à lui arracher quelques mots. Mais en sortant, alors que je pensais qu'elle me suivrait jusqu'à la voiture, elle est restée plantée là, à me regarder. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait, pourquoi elle ne voulait pas rentrer avec moi, tout recommencer. Elle s'est approchée et m'a confié ces mots qui me hantent encore. « Je ne peux pas venir, sinon ils me retrouveront et ils me feront du mal. » Là, j'ai compris qu'il fallait vraiment prévenir la police. J'ai insisté, mais elle m'a expliqué qu'il surveillait, qu'il l'avait déjà prévenu pendant qu'on mangeait, sans que je le sache. Je lui ai dit de ne pas bouger, que j'appelais les secours tout de suite. Pendant que je composais le numéro, je l'ai vue regarder au loin, fixer un point invisible, puis elle s'est retournée vers moi. Elle m'a serré une dernière fois dans ses bras et m'a murmuré « Je suis désolée, mais je t'aime, maman. » Puis elle s'est enfuie, courant plus vite que je n'aurais jamais cru possible. À partir de là, j'ai sombré dans une tristesse abyssale. Je savais que ma fille était en danger, et je n'ai même pas réussi à la protéger alors qu'elle était juste devant moi. Je me suis sentie comme la pire des mères, incapable de protéger l'être que j'aimais le plus. Voir la vie de ma propre fille basculer ainsi m'a plongée dans un désespoir sans nom. Je ne pouvais pas rentrer au Texas, pas sans Lynn. L'idée d'expliquer à ma famille que j'avais retrouvé ma fille pour la perdre à nouveau était insupportable. Après la fuite de Lynn, je suis restée des heures immobile dans ma voiture, ressassant tout en boucle, me demandant où j'avais failli. Prévenir la police n'a rien changé, et je n'arrivais pas à me résoudre à rentrer chez moi dans sa chambre vide. Alors j'ai erré de motel en motel, distribuant des affiches dans des quartiers inconnus à toutes les personnes qui voulaient bien m'écouter. Mes nuits étaient hantées par les regrets. Peut-être que si je lui avais dit plus souvent « je t'aime » et moins souvent « je suis déçue », la plupart du temps, je continuais d'avancer, espérant que les promesses des travailleurs sociaux tiendraient, même si la ville avait ce don de vous faire perdre tout espoir. Pourtant,
Chaque matin, je me forçais à sortir du lit. L'espoir s'effritait, mais j'étais incapable d'abandonner ma fille. J'ai commencé sur Figueroa, à coller des affiches aux arrêts de bus et dans les laveries, descendant petit à petit vers le sud. Autour de moi, les gens passaient, certains partaient bosser, d'autres buvaient déjà à 7 heures. Parfois, nos regards se croisaient, la plupart détournaient les yeux, mais ceux qui me fixaient semblaient tout comprendre. Encore une fille disparue, encore une mère à la dérive. Je me demandais combien de visages ils avaient déjà vus, accrochés à ces poteaux. À un carrefour où une bande de gamins tournait autour d'un vieux caddie, je distribuais quelques prospectus. Une fille, pas plus de 16 ans, vernis écaillé et strass au nez, resta longtemps à observer la photo de Lynn. « Elle traîne pas avec nous !» lâcha-t-elle finalement en haussant les épaules. Mais je vis bien sa bouche se crisper sur les mots. Malgré tout, elle glissa le flyer dans la poche de sa veste. Chaque jour, j'élargissais mon parcours. Une soupe populaire sur la 7e, un centre d'accueil au canapé défoncé et à la feuille de présence chiffonnée, un petit parc crasseux où des types jouaient aux cartes pour quelques pièces. J'ai fini par ne plus rien attendre, à tout voir sans rien espérer. Certains marmonnaient une prière pour moi, d'autres baissaient les yeux, comme si mon chagrin pouvait leur coller à la peau. Dans un foyer, une travailleuse sociale au bout du rouleau, son clipboard sous le bras, m'a appelée « Madame » et m'a laissé utiliser leur téléphone. Devant moi, elle a fait défiler la liste des ados disparus, cliquant sur chaque nom avec une efficacité glaçante. « On en voit passer, des fugueurs », m'a-t-elle lancé d'une voix lasse. Pas vraiment désagréable non plus. Parfois ils rentrent, parfois non. Je notais des adresses, des numéros, des dates, rassemblant tout pour essayer de remonter une piste. Parfois, un petit espoir surgissait. Quelqu'un prétendait avoir vu une fille qui ressemblait à Lynn à un arrêt de bus ou derrière le comptoir d'un donut shop. J'y allais en voiture, le cœur prêt à exploser, cherchant son visage partout. Mais ce n'était jamais elle. Quand la ville devenait trop oppressante, je fixais le trottoir, lisant les traces de craie effacées, espérant y trouver un signe. Parfois, je restais dans la voiture juste pour respirer, laissant le monde tourner sans moi. Je n'avais pas le droit de craquer. Pas maintenant. Petit à petit, je reconnaissais les habitués. Le vigile qui m'observait scotcher des affiches sur la vitrine du 7-Eleven, la vieille dame et son caddie toujours postés près de la bretelle d'autoroute. Il y avait quelque chose d'étrangement rassurant dans leur routine, comme un rappel que la vie avançait, même pour ceux qui semblaient figés. Mais moi aussi, je continuais d'avancer. Chaque rue, chaque affiche, chaque « vous l'avez vu » me maintenait à flot, même si l'espoir se faisait mince. Je me répétais que tant que je continuais à chercher, Lynn n'avait pas complètement disparu. Elle était quelque part, encore possible, encore à moi. Je repoussais autant que possible le moment d'appeler la maison. C'était plus simple de faire comme si le Texas n'existait plus. Pas de maison, ni de fils, ni de factures qui s'entassent dans la boîte aux lettres. Tant que je marchais, je restais une mère. Mon téléphone arrivait en fin de batterie, et la dernière fois que j'avais tenté un appel longue distance, il avait coupé en pleine phrase de Joshua. Cette fois, pas question de chercher une excuse. Le téléphone sonna 3 fois avant que mon fils ne décroche. Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs, plus adulte, plus dure, avec une pointe d'amertume que je ne lui connaissais pas. « Déborah » demanda-t-il. « Pas maman. » Le mot me heurta comme une pierre. « Salut mon chéri, je voulais juste prendre de tes nouvelles, » tentai-je, essayant de cacher mon malaise derrière un ton léger. Il se tut. « Tu es toujours en Californie ?» Je hochai la tête avant de me rappeler qu'il ne pouvait pas me voir. « Oui, je suis toujours là. Je cherche encore. » Un long silence. « Ça fait presque 2 mois, tu sais. » Mamie s'inquiète. Papa a appelé. Il dit que si tu ne donnes pas de nouvelles au boulot, tu vas le perdre. J'essayais de rester digne. « Joshua, il faut que je la retrouve. Je ne peux pas juste abandonner. C'est nous que tu as abandonné, » lâcha-t-il, la voix à peine brisée. « Tu m'as laissé. » Ce fut plus douloureux que n'importe quelle insulte. J'ai tenté de ravaler la peine. Je sais, mon cœur. Je suis désolée. Mais je dois continuer d'essayer. Elle est là, quelque part. Je le sens. J'ai été dans sa chambre aujourd'hui, souffla-t-il, la voix un peu plus douce. Ça sent encore elle. Parfois, j'y retourne et j'aimerais juste qu'elle rentre, maman. Même si tu ne peux pas la ramener. Ces mots me heurtèrent de plein fouet, réveillant la honte, la culpabilité et ce manque qui m'étouffait. Je ne peux pas rentrer. Pas encore, murmurai-je. Mais je te promets de ne pas abandonner. Ni toi, ni elle. Joshua soupira, comme s'il portait toute la misère du monde sur ses épaules d'ado. Appelle-nous, d'accord? Mamie dit qu'elle prie pour vous deux tous les soirs. Même papa s'y met. On s'est dit au revoir, aucun de nous n'osant dire « je t'aime » en premier. Après avoir accroché, je suis restée longtemps à fixer le plafond de la chambre miteuse du motel, à essayer de ne pas pleurer. J'avais l'impression d'être un fantôme, coincé entre 2 vies, sans place nulle part. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je flanchais, le visage de Lynn s'effacerait à jamais de ces rues. Et je n'étais pas prête à la laisser devenir une fille perdue de plus. C'est dans une soupe populaire improvisée, une table pliante dressée sur le terrain vague d'une église à l'abandon, que j'ai rencontré Linda. Elle avait l'air aussi paumée que moi. Un jean trop propre, les cheveux tirés en arrière, et ses mains tremblaient sur sa pile de flyers. Les bénévoles nous ont dévisagés, puis, sans doute par pitié, nous ont servi un café brûlant. Nous sommes restés à l'écart, 2 îlots dans la tempête. Elle a désigné mes flyers d'un signe de tête. La tienne aussi est portée disparue? J'ai montré la photo de Lynn. 4 ans. Je l'ai vue il y a quelques jours, mais elle s'est enfuie. Linda m'a adressé un sourire triste et m'a tendu le sien. Mon fils,
Toby, il a quitté la maison l'année dernière. Je ne l'ai pas revu depuis Pâques. C'était étrange mais réconfortant de parler à quelqu'un qui comprenait ce que c'est que vivre avec ce manque. Avec Linda, je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi mes mains tremblaient, ni pourquoi je scrutais chaque visage d'ado. Elle m'a raconté ses appels aux hôpitaux, ses relances à la police, ses nuits à dormir dans sa voiture devant les foyers. J'ai fini par connaître les horaires d'admission par cœur, confia-t-elle en se frottant les yeux. C'est toujours complet, et personne ne sait jamais rien. Cet après-midi-là, nous avons marché ensemble dans les rues, distribuant des flyers tout en partageant nos histoires. Linda me parlait de sa maison silencieuse à Bakersfield, de son ex-mari colérique, des anniversaires passés entourés de chaises vides. Je lui ai raconté Joshua, la culpabilité qui me rongeait à chaque appel chez moi, le moment où ma propre mère avait cessé de me demander quand je rentrerais. Marcher avec quelqu'un, c'était plus supportable. On se surveillait mutuellement, chacune prenant son tour pour aborder ceux qui pouvaient avoir une info. À un moment, alors qu'une bagarre éclatait non loin, Linda m'a attrapé la main et nous nous sommes réfugiés dans une entrée, attendant que le calme revienne. On a ri, à bout de souffle, secouée mais presque légère, comme si tout ça pouvait sembler ordinaire l'espace d'un instant. Deux mères en mission un peu folle. Le soir venu, on a mangé des tacos bon marché dans sa voiture et parlé de nos vies d'avant. Linda m'a avoué qu'elle écrivait des lettres à Toby, au cas où. Je les écris, je les ferme, puis je les glisse dans la boîte à gants. J'ai reconnu faire la même chose pour Lynn. On s'est échangé nos adresses, promis de s'appeler au moindre signe. Peut-être que nos enfants sont partis ensemble, a lancé Linda avec un sourire qui m'a presque brisé le cœur. Avant de se quitter, elle a posé sa main sur la mienne. N'abandonne pas, Déborah, même si parfois tu en as l'impression. Je lui ai juré que je tiendrais bon, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai presque cru à ce mensonge. Les nuits à Los Angeles offraient trop de place aux souvenirs. Parfois, j'étais allongée sur les draps rêches du motel, à écouter les sirènes et les disputes filtrées par la fenêtre, et mes pensées dérapaient vers le passé, plus vite que je ne pouvais les arrêter. Je me revoyais annonçant le divorce à Lynn. Elle avait 11 ans, assise sur la balançoire dans notre jardin de Tucson, le soleil de l'Arizona brillant sur ses cheveux. J'avais répété mon discours, mais tout est sorti de travers. Ton père et moi, on ne peut plus vivre ensemble, mais on t'aime tous les deux. Ça ne changera jamais. Elle fixait le vide devant elle, les mains cramponnées aux chaînes. Je sais ce que ça veut dire, avait-elle murmuré. Ça veut dire que papa ne t'aime plus. J'ai eu envie de protester, de remettre les choses à l'endroit. Mais à quoi bon? Le mal était fait. Les enfants voient de plus clair que les adultes à travers les mensonges. Le déménagement en Oregon devait marquer un nouveau départ. 4 filles et une mère épuisées, entassées dans un break, filant vers le nord avec tout ce qui nous restait. J'ai tenté d'en faire une aventure, choisi des chansons pour la route, improvisé des pique-niques, mais la tristesse ne nous quittait pas d'un kilomètre à l'autre. Les filles se disputaient plus qu'elles ne riaient. Lynn est devenue distante, dure, toujours sur la défensive, m'observant comme si elle attendait que je disparaisse moi aussi. Dès son entrée au lycée, je sentais déjà que je la perdais. Elle avait changé de tête, d'amis, rentrait de plus en plus tard avec des excuses que je n'osais plus contester. Je me répétais que c'était normal, qu'elle se cherchait, mais chaque porte claquée sonnait comme une fissure de plus dans notre famille. Parfois, quand les petites dormaient, je restais dans le couloir à écouter la respiration de Lynn, juste pour me rassurer qu'elle était bien là, en sécurité. J'ai fait des erreurs, je le vois bien aujourd'hui. Trop souvent, j'ai laissé ma colère prendre le dessus. J'ai voulu la raisonner comme si elle était encore une enfant, alors qu'elle avait déjà grandi. La nuit, je repense à chaque mot blessant, à chaque fois où j'ai préféré le travail ou le repos à l'écouter vraiment. Le regret, c'est devenu ma langue maternelle ici, dans cette ville où elle s'est volatilisée. Le passé ne relâche jamais son emprise. Je rejoue sans cesse nos disputes, ces instants où je la regardais sans voir ce dont elle avait réellement besoin. Peut-être que si je l'avais aimée autrement, si j'avais été plus attentive, elle dormirait aujourd'hui dans un lit chaud, pas perdue quelque part dans la nuit. Je ne peux plus rien changer, je le sais. Tout ce qu'il me reste, c'est continuer à chercher, espérer qu'il ne soit pas trop tard pour la retrouver, et qu'on puisse, elle et moi, obtenir le pardon. J'avais foi dans le système, pas aveuglément, mais assez pour croire qu'en cas de vrai danger, quelqu'un en uniforme finirait par aider. À Los Angeles, cette illusion n'a pas tenu longtemps. La première fois que je me suis rendue au commissariat, j'avais mis ma chemise la plus propre, tentant de garder contenance. J'ai attendu 1 heure, assise sur une chaise en plastique sous un éclairage cru, dans une pièce qui sentait la sueur, le café réchauffé et l'espoir à bout de souffle. Quand enfin on m'a appelé, l'agent ne m'a même pas vraiment regardé. « Fugue » a-t-il lâché sans lever les yeux de son papier. Ma fille est portée disparue depuis des années, mais je l'ai vue. Je sais qu'elle est ici, en danger. Il a juste haussé un sourcil en feuilletant un vieux dossier cabossé. Et quel âge a-t-elle maintenant? 18 ans. Elle vient juste de les fêter. Le regard qu'il m'a lancé m'a fait plus mal qu'une gifle. Elle est majeure, madame. Elle fait ses propres choix. J'ai voulu protester, la voix tremblante. Elle n'est pas en sécurité. On abuse d'elle. Je le sens. S'il vous plaît, elle, il m'a coupé net. Tant qu'elle ne présente pas un danger pour elle-même ou les autres, on ne peut pas faire grand-chose. Il m'a simplement tendu une brochure sur les personnes disparues. Rien de plus. Les foyers n'offraient guère mieux. Des papiers à remplir, des listes d'attente pour les fugueurs, des règles strictes sur les horaires et les justificatifs. Une assistante sociale, une femme au regard doux et aux mains fatiguées, a essayé d'adoucir la brutalité de la situation. « On est complet tous les soirs », m'a-t-elle dit. Mais si elle se présente,
on vous appellera. C'était dit sans vraiment y croire, je l'ai senti. Parfois, j'arrivais avec la photo de Lynn et on me répondait par un regard vide, comme si je réclamais un miracle impossible. D'autres fois, un bref éclair de reconnaissance, peut-être l'avait-on vue, ou alors c'était juste une autre fille avec la même tristesse dans les yeux. L'espoir déçu était devenu une torture à part entière. Un jour, j'ai assisté à un groupe de soutien pour parents d'enfants disparus. On devait parler chacun son tour, mais je me suis contentée d'écouter. Des histoires tellement proches de la mienne, des voix brisées. Certains s'accrochaient à l'espoir, d'autres étaient déjà vidés de toute force par le chagrin. Je fixais l'horloge, ruminant toutes ces heures envolées à attendre qu'on retrouve ma fille à ma place. Certaines nuits, il m'arrivait d'appeler les urgences, juste pour entendre une voix étrangère, histoire de ne pas me sentir totalement coupée du monde. La plupart du temps, je raccrochais avant même qu'on ne décroche. J'en suis venue à me demander si ce monde n'était pas fait pour épuiser les mères comme moi, pour claquer chaque porte jusqu'à nous faire taire. Pourtant, je n'ai pas lâché prise. Chaque refus ne faisait qu'attiser ma colère et renforcer ma détermination. Si le système refusait de sauver Lynn, il ne me restait plus qu'à m'en charger moi-même. Je n'avais aucune idée de comment m'y prendre, mais j'avais bien compris que je ne pouvais compter que sur moi. Alors j'ai arpenté la ville, m'accrochant désespérément à la moindre parcelle d'espoir, jusqu'à transformer l'indifférence ambiante en carburant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qui me restait. C'est un mardi après-midi que tout a basculé. J'étais plongée au fond d'un café, devant les dernières gorgées d'un café devenu froid, quand mon portable s'est mis à vibrer. Numéro inconnu. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé. Et si c'était Lynn? Mais c'était Eddie, l'assistant social. Déborah, je crois qu'on tient une piste. Une gamine a repéré quelqu'un qui ressemble à ta fille près de la gare routière, sur la 6e. Veste bleue, cheveux longs, elle n'avait pas l'air en forme, entourée d'un groupe. Si tu te dépêches, tu as peut-être une chance. L'espoir m'a traversé comme une décharge. J'ai laissé un billet froissé sur le comptoir et je me suis précipitée dehors, le cœur prêt à éclater. J'étais tellement fébrile que j'ai laissé tomber mes clés à 2 reprises. La ville défilait autour de moi, brouillée, grise, parsemée de lumière. Tout le trajet jusqu'à la gare, j'ai prié. Pourvu que ce soit elle, pourvu que j'arrive à temps. À la gare routière, c'était la cohue, files interminables, vigiles qui surveillent, pigeons qui picordent les miettes. J'ai forcé le passage, brandissant la photo de Lynn, interpellant chaque visage. Vous avez vu une fille en veste bleue? Cheveux bruns? Longs? S'il vous plaît, elle est malade, elle a besoin d'aide. Un jeune m'a désigné du menton une rangée de bancs. Elle était là, il y a 5 minutes. Elle est repartie avec d'autres, par cette ruelle. J'ai foncé, mes jambes me brûlaient, mes poumons aussi, mais je n'ai rien lâché, traquant chaque silhouette dissimulée dans l'ombre, malgré l'odeur écœurante d'urine et de détritus. Puis je l'ai aperçue. Du moins, j'ai cru que c'était elle. Une fille en veste bleue, tête basse, entourée de 3 autres, la démarche maladroite, traînante. « Lynn !» ai-je appelé, la voix étranglée, paniquée. Elle a levé les yeux, et l'espace d'un instant, j'étais certaine de la reconnaître. Ce regard hanté, cette posture familière. Mais en m'approchant, la fille a reculé, la peur dans les yeux. Ce n'était pas Lynn, simplement une autre fugueuse, un autre enfant perdu qui portait la douleur de ma propre fille. L'un des autres m'a lancé un regard noir, s'est interposé. « Dégagez, madame. Vous savez pas que ce quartier avale les gens comme vous ?» J'ai reculé, honteuse, brisée. Je suis restée un moment là, désemparée, alors que la ville continuait de vivre sans moi. L'espoir que je venais d'éprouver s'est aussitôt dissous, laissant place à une amère déception. Je m'étais autorisée à y croire, juste une seconde. Ma fille, retrouvée. Mais il ne me restait que mes mains vides et son prénom suspendu sur ma langue. J'ai regagné ma voiture au ralenti, chaque pas plus lourd que le précédent. Le soleil s'effaçait déjà lorsque je me suis effondrée derrière le volant, les joues trempées de larmes. J'ai serré la photo de Lynn contre mon cœur et murmuré « Je suis là, je ne renoncerai pas, je te le promets ». Mais à cet instant, même mes promesses semblaient fragiles, comme de la buée sur une vitre, prête à s'effacer dans la nuit. La ville se transformait une fois le soleil couché. Même les ombres paraissaient différentes, plus longues, plus menaçantes, prêtes à dissimuler des secrets que je n'avais aucune envie de découvrir. Impossible de trouver le sommeil. Chaque nuit, je me persuadais que le prochain carrefour, la prochaine heure, me ramènerait Lynn. Je devenais imprudente, partant parfois arpenter seule des ruelles désertes, le téléphone dans une main, une bombe lacrymo achetée à la va-vite dans l'autre. Je me répétais que c'était du courage, mais au fond, je savais bien que c'était du désespoir. Une nuit, alors que j'accrochais une affiche à un lampadaire derrière des boutiques à l'abandon, j'ai entendu des pas, rapides, secs, trop proches derrière moi. Je me suis retournée d'un bloc et je me suis retrouvée face à un jeune à peine majeur, le regard fuyant, le souffle court. « Vous faites quoi ici ?» a-t-il lancé, la voix rude. J'ai essayé de cacher ma peur. Je cherche ma fille. Elle a disparu. Il a jeté un œil à l'affiche. « Vous avez du fric ?» J'ai secoué la tête, mais ça ne l'a pas arrêté. « Madame, vous feriez mieux de dégager. » Il a tendu la main vers mon sac, rapide comme l'éclair. J'ai tenté de reculer, mais il m'a agrippée au bras, si fort que j'ai failli tomber. Avant que j'aie le temps de crier, une deuxième silhouette est sortie de l'ombre. Une femme maigre, le visage caché sous un foulard crasseux. Elle a crié quelques mots dans une langue inconnue, et le jeune a lâché prise en crachant au sol. « Vous avez de la chance !» a-t-il marmonné avant de disparaître. Je suis restée plantée là, tremblante, incapable de pleurer. La femme s'est approchée, les yeux plissés. « C'est idiot de traîner seule !»
a-t-elle soufflé, la voix douce mais ferme. Cet endroit peut te dévorer. Rentre chez toi. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Pas sans elle. Elle m'a observé longuement avant d'acquiescer, comme si elle comprenait. Elle a glissé dans ma main une petite lampe torche bon marché, mais robuste. La prochaine fois, surveille les ombres. Je l'ai remerciée, mais aucun mot n'a franchi mes lèvres. Quand elle a disparu à son tour, j'ai réalisé que je serrais la photo de Lynn si fort qu'elle s'en était froissée. Mes jambes m'ont lâché. Je me suis assise sur le trottoir, grelottante. J'avais envie de tout envoyer valser. J'ai failli appeler Joshua pour qu'il vienne me chercher, mais ma fierté m'en a empêché. J'ai essuyé mes larmes, repris mon souffle, et je me suis relevée tant bien que mal. J'étais toujours debout. Je pouvais continuer à chercher. Pour la première fois, j'ai vraiment pris conscience de ma fragilité et de la façon dont j'étais à 2 doigts de me perdre en même temps que Lynn. Cette nuit-là, de retour au motel, j'ai verrouillé la porte et me suis endormie tout habillée, la lampe torche serrée dans la main. Dehors, la ville bourdonnait encore, mais j'ai rêvé de la maison, de Lynn toute petite, blottie dans son lit, sa main minuscule refermée sur la mienne. Au réveil, j'ai su que la ville ne m'avait pas encore écrasée, mais elle n'en était pas loin. Il faisait presque jour quand le téléphone du motel a sonné. Un bruit sec, presque irréel, qui m'a arraché à un sommeil agité. J'ai eu un bref doute, me demandant si je ne rêvais pas encore, mais la sonnerie insistait. J'ai attrapé le combiné, le cœur battant à tout rompre. Allô? À l'autre bout, une voix de femme, officielle, pressée. Hôpital général du comté. Nous avons une jeune femme non identifiée qui correspond à la description diffusée hier soir. Pouvez-vous venir l'identifier? Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Est-ce qu'elle va bien? Elle est vivante. Elle est dans un état grave. Venez dès que possible, s'il vous plaît. J'étais dehors en quelques minutes, incapable de penser à autre chose qu'aux indications données par l'infirmière. La ville était grise, presque déserte, les rues encore humides d'une averse rare. Je priais à voix basse, promettant n'importe quoi pour revoir ma fille. À l'hôpital, tout se déroulait au ralenti. L'infirmière à l'accueil a à peine jeté un œil sur ma tenue et mon visage ravagé, avant de m'emmener, sans un mot, dans un long couloir qui sentait l'antiseptique et l'angoisse ancienne. Elle s'est arrêtée devant un box dissimulé derrière un rideau. Préparez-vous, elle a beaucoup souffert. J'ai pris une inspiration tremblante et je suis entrée. Sur le lit, une jeune fille maigre, couverte de bleu, ses cheveux sombres en bataille, un tuyau d'oxygène sous le nez. Elle paraissait si fragile. Ma poitrine s'est serrée. J'ai dû me forcer à avancer murmurant « Lynn ». La jeune fille a tourné la tête vers moi, posant sur moi un regard vide, inconnu. Ce n'était pas Lynn. Mes jambes ont flanché. Je me suis rattrapée au lit pour ne pas tomber. La jeune fille me fixait, cherchant sur mon visage quelque chose que je n'avais pas à lui offrir. J'ai bredouillé. « Je suis désolée. Je croyais que vous étiez ma fille. » Elle a baissé la tête, les yeux pleins de larmes. Ma mère non plus ne sait pas où je suis. Un instant, nous sommes restées là, silencieuses, 2 étrangères perdues dans des douleurs différentes. Je lui ai pris la main, parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Dans le couloir, l'infirmière a tenté de me réconforter, mais ses mots glissaient sur moi. « Vous n'êtes pas la première », a-t-elle soufflé. Parfois, j'ai l'impression que toutes les mères de Los Angeles cherchent quelqu'un. J'ai quitté l'hôpital vidé, avec un espoir lourd et éreinté jusque dans mes os. Sur le trottoir, le soleil commençait à dorer le béton fissuré de la ville. Je le dévisageais, essayant de ressentir autre chose que la perte. Mais tout ce que je pouvais, c'était avancer, un pas après l'autre, jour après jour, en espérant que la prochaine fois, l'appel viendrait pour Lynn, et qu'il ne serait pas trop tard. Quand le bruit des rues devenait trop fort, quand tout me semblait sans issue, j'écrivais des lettres à Lynn. Pas des mails, ni des textos. De vraies lettres, écrites à l'ancienne, sur du papier à en-tête de motel ou au dos de tickets de caisse. Je ne les ai jamais envoyées. J'avais juste besoin de lui parler, même si elle ne lirait jamais ces mots. La première, je l'ai écrite après l'hôpital, assise au petit bureau près de la fenêtre, alors que les sons de la ville filtraient à travers la vitre. « Chère Lynn, j'ai vu une fille à l'hôpital aujourd'hui. Un instant, j'ai cru que c'était toi. Je l'ai tellement voulu que j'ai failli m'en convaincre, mais ce n'était pas toi. Je suis toujours là. Je continue de chercher. Je ne m'arrêterai jamais. J'ai écrit sur le Texas, sur la voix de Joshua qui a changé, sur ta grand-mère qui demande de tes nouvelles chaque dimanche après la messe, sur ta chambre qui sent la poussière et le passé. J'ai évoqué tous ces petits souvenirs, comme tu détestais le ketchup sur les frites, comme tu donnais des biscuits à ta sœur après le coucher, comme tu te chantais toute seule pour t'endormir quand tu croyais que personne n'écoutait. Je suis désolée pour toutes les fois où j'ai crié, pour toutes les fois où ma peur a viré à la colère. J'aurais voulu t'écouter davantage. J'aurais voulu te dire que tu étais suffisante, même quand tu étais perdue. Je me moque de ce que tu as fait ou de là où tu es allée. Je veux juste que tu rentres. Parfois, j'écrivais avec rage. Pourquoi tu es partie, Lynn? Pourquoi m'as-tu laissé courir après des ombres? Tu ne savais pas que je t'aurais suivi n'importe où? Ça ne te faisait rien de savoir que j'étais prête à tout perdre, simplement pour te serrer encore une fois dans mes bras? Mais la plupart du temps, c'était des lettres d'amour, une promesse écrite de mère, cette encre qui tache les doigts et ne s'efface jamais complètement. Je garde toujours ta photo dans mon portefeuille. Il m'arrive de lui parler. Peut-être que ça veut dire que je perds la tête, ou peut-être que c'est juste ça, être mère, même ici, même maintenant. Les nuits les plus solitaires, je glissais les lettres sous mon oreiller, comme si les mots pouvaient prendre la place de la fille que je ne retrouvais pas. Je me disais qu'un jour, si j'en avais la force, je te les remettrais en main propre, et que tu comprendrais.
que tu me pardonnerais. Et peut-être que je finirais par me pardonner moi aussi. En attendant, ces lettres s'accumulaient, témoins silencieux de mon espoir, de ma douleur, de mon amour, et j'écrivais encore, parce qu'aussi longtemps que j'écrirais, Lynn existerait quelque part. Tant qu'il me restait des mots, il restait une chance. Parfois, au beau milieu de la nuit, je faisais défiler d'anciennes photos sur mon téléphone. Les anniversaires au Texas, Joshua tout sourire sous sa casquette de baseball, Lynn soufflant ses bougies, toute la famille entassée sur le canapé. J'avais l'impression que ça appartenait à une autre vie, une autre version de moi. Toutes les quelques semaines, je me forçais à appeler la maison. Je savais qu'il s'inquiétait, même s'il ne le disait jamais vraiment. Cette fois, Joshua a décroché à la 3e sonnerie, la voix encore ensommeillée. « Maman? Salut mon chéri, je t'ai réveillé? Ça va ?» Il n'a pas demandé où j'étais, il savait déjà. « Alors, comment ça se passe à l'école ?» ai-je demandé, tout en sachant bien que les notes et les devoirs n'avaient vraiment aucune importance à cet instant. Il a marqué un temps d'arrêt. « Ça va, je suppose. Mamie fait encore son pain de viande le dimanche. Elle te met une assiette de côté, tu sais, comme si tu allais passer la porte. » J'ai fermé les yeux, me rappelant la vieille cuisine, les carreaux fendus, le cliquetis des fourchettes sur les assiettes. « Dis-lui qu'elle me manque. Tu me manques aussi tous les deux, » a-t-il soufflé. « Tu pourrais juste rentrer à la maison. » J'ai mordu ma lèvre. « Pas encore, mon chéri. Il faut que je la retrouve. » Je sais. Sa voix avait perdu toute assurance. Elle tremblait, fragile. « Mais j'ai besoin de toi aussi, maman. C'est comme si je vous avais perdu toutes les deux. » J'aurais voulu lui expliquer, lui faire comprendre la peur qui me retenait à Los Angeles, la promesse que je ne pouvais pas trahir. Mais les mots me sont restés en travers de la gorge, écrasés par la culpabilité, le cœur serré à m'en faire mal physiquement. « Je suis désolée, Joshua. Vraiment. Je te rappelle bientôt, d'accord ?» On a raccroché, rien n'était réglé, et je suis restée longtemps là, le téléphone encore chaud dans la main, à fixer le plafond de la chambre de motel. Je me suis remémoré la dernière fois où nous étions tous ensemble, Lynn et Joshua se disputant la télécommande, maman riant comme si rien ne pourrait jamais nous séparer. Je me suis demandé ce qu'on racontait à l'église, quelle version on servait aux voisins pour expliquer ma disparition, pourquoi je courais après une fille qui ne voulait pas être retrouvée. Est-ce qu'on me le reprochait? Est-ce qu'ils auraient préféré que je laisse tomber? J'étais taraudée par l'impression que chaque nouveau kilomètre loin d'eux m'arrachait un morceau de chez moi. Mais si j'abandonnais, je perdais Lynn pour de bon, et peut-être moi-même avec elle. Dans ce silence, j'ai ressorti la pile de lettres que je gardais pour Lynn, les aplatissant sous ma paume. L'espace d'un instant, j'ai eu envie d'en écrire une à Joshua, de lui expliquer ce que c'est que d'aimer 2 enfants à la fois et d'avoir l'impression de les décevoir tous les 2. Mais je suis restée là, à regretter une vie qui n'existait plus, priant pour qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, je puisse nous ramener à la maison. Le jour où j'ai recroisé Linda, la ville baignait dans un brouillard matinal qui rendait tout lointain, étouffé. On s'est retrouvés dans la file d'attente de la soupe populaire, recroquevillée sous l'humidité. Avant même qu'elle ouvre la bouche, je voyais déjà la fatigue creuser son visage. Elle avait maigri, les yeux rougis. « Ils ont retrouvé Toby », a-t-elle murmuré, la voix éteinte. J'ai senti mon estomac se nouer. « Où ça ?» Elle a secoué la tête. « Dans un canal d'évacuation, après Alhambra. Ils pensent qu'il était là depuis des semaines. Ils disent qu'il devait être seul. » Je n'ai rien trouvé à dire. Je lui ai pris la main, et un instant nous sommes restés là, 2 mères accrochées l'une à l'autre comme à une bouée. Le bruit de la file et le tumulte autour de nous s'étaient évanouis. Il ne restait plus que le souffle saccadé de Linda. Je croyais que je ressentirais quelque chose, peut-être un soulagement, de savoir enfin, mais il n'y a plus rien, juste du vide, comme si tout mon corps était devenu du verre et que j'avais peur de bouger, de crainte de me briser. J'ai serré un peu plus fort sa main. « Je suis tellement désolée, Linda. Vraiment, tellement désolée. » Elle a eu un petit rire amer. « Au moins, maintenant, je peux arrêter de chercher. Au moins, je pourrais dormir, même si je n'ai aucune envie de rêver. » Le temps qui a suivi s'est écoulé dans le silence. On s'est assises sur le trottoir, une soupe claire entre les mains, partageant ce genre de silence que seul le deuil peut contenir. Linda a parlé de Toby, enfant, ses vieux films de monstres, sa haine des petits pois, la façon dont il s'endormait sur son épaule en voiture. Toutes ces petites choses qui ne signifient rien pour le monde, mais qui font tout pour une mère. Plus tard, au moment de se dire au revoir, Linda m'a serré les bras, les yeux brillants malgré les larmes. « Arrête jamais de chercher, Déborah. Même si ça doit te briser, je recommencerai tout pour 1 minute de plus avec lui. » Je l'ai regardé s'éloigner, les épaules voûtées, avalé par la ville, sa douleur s'accrochant à la mienne, coupante comme du verre pilé. Le reste de la journée, impossible de m'en défaire, cette certitude que parfois, la quête ne s'achève pas par des retrouvailles. Parfois, elle se termine dans le silence, la perte, des chambres vides, des lits où plus personne ne dormira. Ce soir-là, j'ai écrit une nouvelle lettre à Lynn, les mots coulant plus vite que je ne pouvais les retenir. « Chère Lynn, aujourd'hui j'ai compris ce que c'est de perdre tout espoir. J'aimerais pouvoir te mettre dans une bulle pour te protéger de ce monde, de tous ces dangers, toutes ces erreurs, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à te chercher, à t'aimer, même si tu ne reviens jamais. » J'ai glissé la lettre sous mon oreiller et je suis restée éveillée longtemps, hantée par l'histoire de Linda, priant de toutes mes forces pour que la mienne connaisse une autre fin. C'est arrivé un jeudi, presque 6 mois jour pour jour après avoir aperçu Lynn dans la rue pour la première fois. La ville étouffait sous la chaleur du printemps et je n'avais plus qu'une seule affiche, les bords déjà usés par trop de mains. Eddie, l'assistant social, a appelé peu après-midi. « Déborah,
Il faut que tu viennes à l'abri Saint-Cécile. Il y a une fille ici qui demande après toi. » Mon cœur battait à tout rompre. J'ai failli lâcher le téléphone. « C'est elle ?» Il a hésité. « Tu devrais venir. » J'ai roulé comme une folle, me fichant des feux rouges, des klaxons. Mes mains agrippèrent le volant à m'en faire mal. Devant l'abri, le soleil frappait les vitres fissurées et mes jambes menacèrent de se dérober quand j'ai poussé la porte. Le hall bourdonnait, saturé de fatigue et de l'odeur du café froid. Tout au fond, recroquevillée sur une chaise en plastique, une fille, les cheveux tombant sur le visage, une veste bleue trop grande serrée autour des épaules. « Lynn ?» Ma voix n'était qu'un souffle, de peur de briser l'instant. Elle a relevé la tête et l'espace d'une seconde, tout s'est arrêté. Ses yeux cernés, son visage amaigri, abîmé, mais c'était elle, ma Lynn, mon bébé, vivante, incroyablement vivante. Elle s'est levée, chancelante. Un instant, nous avons hésité tous les deux, craignant que le rêve ne s'effondre. Puis elle a trébuché dans mes bras et je l'ai rattrapée, la serrant contre moi comme si je pouvais l'empêcher de s'envoler. Nous avons fondu en larmes, incapables de sortir un mot. Je sentais ses omoplates saillantes, la façon dont elle sursautait au moindre contact. Ses mains étaient glacées, son souffle court se perdait contre mon cou. Nous sommes restés longtemps immobiles, sans un mot. Je la berçais doucement, murmurant son prénom à l'infini. Lynn, Lynn, ma Lynn. Finalement, elle s'écarta, essuya son nez du revers de sa manche. Sa voix était rauque, presque brisée. Je ne sais pas où aller, maman. Un nœud douloureux me serra la gorge, partagé entre la gratitude et une tristesse immense. Tu as bien fait de venir. Ici, tu es en sécurité. Eddie apparut dans l'encadrement de la porte et nous adressa un signe de tête. Vous avez toutes les deux une chambre pour la nuit. L'infirmière va venir l'examiner. Je le remerciais, les larmes coulant toujours sur mes joues. Une fois seule, j'ai serré les mains de Lynn dans les miennes, cherchant à graver chaque ligne, chaque cicatrice dans ma mémoire. On va y arriver. On trouvera une solution, toutes les deux. Lynn se contenta d'acquiescer, les yeux déjà perdus vers la fenêtre, comme ailleurs. J'aurais voulu la serrer fort contre moi, la ramener à la maison, effacer tout ce qu'elle avait traversé. Mais en la regardant, j'ai compris que le chemin du retour serait long, plein d'embûches, s'il existait encore. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un lit de fortune, tout près d'elle, lui tenant la main pendant qu'elle grelottait dans son sommeil. Je guettais sa respiration, le mouvement de sa poitrine, hantée par la peur qu'elle s'arrête, décidée à ne pas la lâcher. Pour la première fois depuis des années, l'espoir et la peur se mêlaient en moi. J'avais retrouvé ma fille, ne serait-ce qu'un instant, et je me serais battue contre le monde entier pour la protéger. L'infirmière est revenue vérifier les constantes de Lynn, puis elle nous a laissés seuls dans cette petite chambre à la lumière blafarde. Dehors, le grondement de la ville n'était plus qu'un bourdonnement lointain, mais à cet instant, il n'y avait plus que nous deux. J'ai versé un peu d'eau dans un gobelet en carton et je le lui ai tendu. Ses mains tremblaient, tant qu'elle en a renversé, mais elle a réussi à avaler quelques gorgées. Je l'ai observée, vraiment observée, pour la première fois depuis si longtemps. Ses joues avaient fondu, ses lèvres étaient gercées, de nouvelles cicatrices couraient le long de ses poignets et à l'intérieur de ses bras. Dans ses yeux brillait une dureté inconnue, une sorte de maturité douloureuse et, en même temps, une fragilité bouleversante. De longues minutes ont passé dans le silence. Puis, d'une voix étranglée, elle a brisé la glace. « Je suis désolée, maman. J'en ai eu le souffle coupé. Tu n'as pas à t'excuser, tu sais. Vraiment, rien ne t'y oblige. Si, je le dois. » Sa voix était rauque. « Je suis désolée d'avoir fui, désolée pour tout, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je croyais qu'en partant, peut-être que tout finirait par s'arranger. Ou alors, je voulais juste disparaître. » J'ai tenté de lui prendre la main, mais elle s'est retirée, alors je me suis contentée de laisser la mienne sur la couverture, à côté de la sienne. J'ai fait des erreurs moi aussi, Lynn. J'aurais dû t'écouter, essayer de mieux comprendre. Ses yeux se sont embués. « Ce n'est pas de ta faute, maman. Pas vraiment. J'étais perdue. Après le divorce, j'ai eu l'impression de ne plus exister, comme si j'étais devenue invisible. Dans la rue, au moins, les gens me voyaient, ou faisaient semblant. » Elle détourna le regard, la mâchoire crispée. « Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une famille, c'est une prison. Chaque fois que j'ai essayé de m'échapper, il y avait toujours quelqu'un pour me surveiller, quelqu'un prêt à me ramener de force. La drogue, ça aide un peu, mais jamais longtemps. Mon cœur s'est brisé pour elle. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. On peut rentrer, partir ailleurs, où tu veux, mais tu n'as pas à affronter tout ça seule. » Elle secoua la tête, s'essuyant le visage d'un geste las. « Je ne peux pas, maman. Si je pars maintenant, ils me retrouveront, et ils te feront du mal. Je ne veux pas que tu sois mêlée à tout ça. » J'ai ressenti une colère impuissante, le désir féroce de renverser le monde pour la sauver. « Tu restes ma fille. Pour toi, je suis prête à tout. Tu comprends? Absolument tout. » Lynn laissa échapper un long soupir tremblant. « Tu ne comprends pas. Il n'y a pas d'issue. Pas vraiment. Tu ne peux pas me sauver. Personne ne le peut. » J'ai eu envie de m'insurger, de promettre l'impossible, mais j'ai vu dans ses yeux la résignation, une lassitude profonde, presque palpable. Alors, tout bas, la voix tremblante, je me suis penchée vers elle. « Je t'aime, Lynn. Je t'ai toujours aimée, et ça ne changera jamais, quoi qu'il arrive. » Un mince sourire, presque invisible, est apparu sur son visage. « Je sais, maman. Moi aussi je t'aime. Je ne t'ai jamais oubliée. » Nous sommes restés là, ensemble dans le silence, brisés mais liés par un amour indestructible. Au loin, une sirène a résonné, froide, lointaine. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai pris un stylo et écrit une nouvelle lettre. « Chère Lynn, ce soir je t'ai vue telle que tu es, effrayée, forte,
blessée, et pourtant toujours ma petite fille. J'aimerais tant pouvoir porter ta douleur à ta place, construire un monde où plus rien ne pourrait t'atteindre. Je ne sais pas comment tout réparer, mais je n'arrêterai jamais d'essayer. J'ai rangé la lettre avec les autres, puis je me suis allongée près d'elle, dans le noir, écoutant sa respiration, cherchant à retenir cet instant le plus longtemps possible. Au matin, Lynn semblait encore plus épuisée, des cernes rouges sous les yeux, les mains tremblant tant qu'elle peinait à manger le toast apporté par l'infirmière. Je me suis assise à côté d'elle, la regardant lutter pour avaler. Chaque bouchée paraissait une épreuve insurmontable. On nous accordait 2 nuits au foyer, après quoi Lynn devrait repartir. J'ai tenté de la convaincre de rester plus longtemps, d'entrer en cure, d'accepter l'hôpital. « Tu as besoin d'aide ?» ai-je supplié. « On peut aller où tu veux. Laisse-moi juste t'emmener dans un endroit sûr. » Lynn a secoué la tête. « Ça ne servira à rien, maman. Ils savent où je suis. Si je pars avec toi, ils nous retrouveront. Ils te feront du mal pour m'atteindre. » J'ai songé à appeler la police, mais après toutes ces nuits passées à supplier en vain, je savais ce qui m'attendait. Une déposition, de belles paroles, puis elle serait laissée à la rue, comme si de rien n'était. Le système n'a jamais été pensé pour des filles comme elle. Pourtant, j'ai voulu tenter le tout pour le tout. J'ai téléphoné à tous les numéros donnés par l'infirmière. Centre de désintoxication, foyer de femmes, structure de réinsertion. Partout, on me parlait de liste d'attente, ou bien on refusait les jeunes sous mandat, où il fallait qu'elles soient déjà sevrées. Une femme m'a proposé une place dans un centre à 2 heures au nord, mais il fallait s'y rendre par nos propres moyens, et Lynn devait être sobre pour y entrer. J'ai regardé Lynn, en sueur, livide, le regard fuyant, et j'ai compris que c'était impossible. Peut-être que tu pourrais simplement rentrer au Texas, ai-je soufflé, la gorge serrée. On pourrait tout recommencer, juste un peu. Elle m'a adressé un sourire à la fois tendre et triste. J'aimerais tellement, maman, vraiment, mais je suis épuisée, j'ai juste envie de dormir. Cette nuit-là, j'ai calé une chaise contre la porte de notre chambre au foyer, espérant qu'elle tiendrait bon. Allongée sur le lit de camp, j'ai veillé à moitié, la main posée sur sa couverture, aux aguets du moindre bruit dans le couloir, la peur au ventre qu'on vienne encore me l'enlever. À l'aube, je l'ai retrouvée recroquevillée au-dessus du lavabo de la salle de bain, toute tremblante. « Je ne me sens pas bien », a-t-elle soufflé. « J'ai mal partout. » Je l'ai enveloppée dans une couverture, peinant à la soutenir tant elle était faible. On nous a emmenés à la clinique dans un vieux van prêté par une association. L'infirmière a pris sa tension, sa température, a prononcé des mots qui me dépassaient. Au bout d'un moment, on nous a accordé de rester, mais seulement pour la journée. Il n'y avait plus un lit de libre. Lynn a posé la tête sur mes genoux pendant que nous attendions dans le hall bondé, cerné de gens qui toussaient, pleuraient, suppliaient pour obtenir des médicaments. Je lui caressais les cheveux en fredonnant la berceuse que je lui chantais quand elle était petite. Peu à peu, ses yeux se sont fermés. Sa respiration est devenue irrégulière. Que ce soit suffisant, ai-je prié. Que ça la sauve. Mais à la fin, il n'y avait plus nulle part où aller. Les portes du système se sont refermées devant nous, et les ombres de la ville s'étendaient. La nuit tombée, nous étions de retour dehors, sans le moindre abri où nous réfugier. Je l'ai serré contre moi, le cœur en lambeaux à chaque pas, m'efforçant de ne pas penser que c'était peut-être ça, la fin. La dernière nuit est arrivée sans crier gare, comme une porte qui se referme doucement dans la pénombre. Nous avons trouvé un banc à la lisière de MacArthur Park, à l'écart des lampadaires et du vacarme de la circulation. Lynn était à bout de force, sa tête appuyée sur mon épaule, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. J'ai resserré la couverture autour d'elle, espérant que ma chaleur atteigne jusqu'à ses os. Nous murmurions, de peur de briser le fragile apaisement qui s'était installé. Elle m'a parlé de filles croisées sur la route, certaines encore vivantes, d'autres déjà disparues, toutes à la recherche de quelque chose qu'elles n'arrivaient pas à nommer. Elle m'a demandé des nouvelles de la maison, de Joshua, de ses sœurs, des petits riens, si le chat orange dormait encore sur le perron, si sa chambre sentait toujours la vanille. Je lui ai tout raconté, lui décrivant les couchers de soleil du Texas, les dîners du dimanche, tentant de lui faire retrouver un peu du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Je lui ai dit à quel point elle nous manquait, comment Joshua réservait toujours sa céréale préférée sur l'étagère, au cas où elle reviendrait. Après un long silence, Lynn a levé vers moi des yeux fatigués, embués et lointains. « Je suis désolée de t'avoir blessée, maman. Je regrette de ne pas avoir été meilleure. » Je l'ai serrée dans mes bras, aussi fort que j'osais. « Tu n'as rien à prouver, tu dois juste être là. » Elle a souri, retrouvant un instant l'éclat d'autrefois. « Je suis fatiguée, maman. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » J'ai senti mon cœur se briser, mais j'ai hoché la tête comme pour lui donner du courage. « Quoi que tu veuilles, je suis là. Je resterai aussi longtemps que tu voudras. » Ah, nous sommes restés à contempler les lumières de la ville qui vacillaient au loin, écoutant la rumeur du monde, la musique, les rires, comme si rien n'avait changé. Elle a reposé sa tête sur mes genoux et je lui ai caressé les cheveux, fredonnant la berceuse qu'elle aimait enfant. J'aurais voulu arrêter le temps, la garder près de moi et la protéger pour toujours. Quand elle s'est endormie, je suis restée éveillée, incapable de lâcher prise, redoutant l'aube à venir. Peu avant le lever du jour, elle a bougé, les yeux encore lourds de sommeil. « Je t'aime, maman. N'oublie jamais, tu veux ?» Je l'ai embrassée sur le front, les larmes roulant sur mes joues. « Je n'oublierai jamais. Je t'aime plus que tout. »
Les premières lueurs ont coloré le ciel d'orange et d'or. Elle a serré ma main une dernière fois, puis s'est rendormie. Je regardais sa poitrine se soulever, comptant chaque respiration, m'accrochant à elle autant que je le pouvais. Je ne le savais pas encore, mais c'était nos adieux. Les jours qui ont suivi se sont fondus les uns dans les autres après cette nuit-là. Lynn s'est volatilisée du foyer, aussi discrètement qu'elle y était entrée. J'ai passé 2 jours à la chercher dans les parcs, les soupes populaires, les gares routières, partout où je pensais qu'elle aurait pu aller. À chaque question, « Vous l'avez vue ?» on me répondait par un regard fuyant ou un simple geste de la tête. Au bout du 3e matin, le téléphone de la chambre de motel a sonné, brisant le silence comme un coup de tonnerre. J'ai décroché à la 2e sonnerie, le cœur battant, le monde réduit au bourdonnement de la ligne et à la peur qui me serrait la poitrine. Est-ce que je parle à Debra? La voix était officielle, distante, déjà pleine de regrets. Oui, ici l'agent Marquez, police de Los Angeles. Je suis désolée, madame. Nous avons retrouvé une jeune femme correspondant au signalement de votre fille. Elle a été transportée à l'hôpital général du comté la nuit dernière. Il s'agit d'une overdose. Elle n'a pas survécu. L'air s'est figé. Mes pensées se sont arrêtées. Le monde continuait de tourner, mais je serrais le combiné à m'en faire mal. Non, ai-je murmuré, ce mot bien trop faible face à la douleur. Non, ce n'est pas possible. Elle m'a appelé il y a peu. Elle vient de... La voix de l'agent s'est faite plus douce, mais c'était déjà trop tard. Il faudrait que vous veniez l'identifier. Je suis sincèrement désolée. J'ai raccroché, incapable de prononcer un mot de plus. Mon corps a bougé tout seul. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain, me suis aspergée d'eau froide comme pour me réveiller d'un mauvais rêve. Dans le miroir, je ne reconnaissais plus mon visage, déformé par le chagrin, les yeux gonflés, la peau blême, la bouche tordue d'incompréhension. Je me suis laissée tomber sur le lit, serrant contre moi la dernière lettre écrite à Lynn, l'encre brouillée par les larmes. Je l'ai relue encore et encore, suppliant pour que les mots puissent en la ramener. Les heures qui ont suivi sont floues. Signer des papiers, reconnaître son petit corps, prévenir Joshua et ma mère, les écouter sangloter à l'autre bout du fil. Il ne restait plus qu'à survivre à l'instant. Dehors, la vie suivait son cours. Les voitures passaient, le soleil se levait, se couchait, les gens vaquaient à leurs occupations. Mais pour moi, tout s'était arrêté. Tout ce pourquoi j'avais lutté, tout ce en quoi je croyais, tout s'est éteint avec ma fille dans cette chambre d'hôpital sans âme. Dans ce silence, je me suis agrippée à son souvenir, au son de son rire, à la chaleur de ses bras, à l'écho de ses derniers mots. « Je t'aime, maman. Tu n'oublies pas, hein ?» Impossible d'oublier. Je n'en étais tout simplement pas capable. Mais je ne savais pas comment avancer dans un monde privé d'elle. Le retour à la maison ressemblait à un mauvais rêve. J'étais juste une femme vidée, son vieux sac à dos serré contre elle, traversant 3 États sans même prêter attention au paysage, jusqu'au Texas. À l'aéroport, Joshua m'attendait, le visage plus durci, plus marqué que dans mon souvenir. Il n'a rien dit, il m'a seulement serré très fort contre lui, à m'en faire mal, et pour la première fois depuis la mort de Lynn, je me suis autorisée à pleurer. Les jours précédant les funérailles ont filé, flous, comme dans du coton. Ma mère passait les coups de fil. Joshua m'aidait à choisir une robe toute simple, et les voisins déposèrent des plats que nous n'avons même pas goûtés. J'errais dans la maison, effleurant chaque objet comme pour m'y raccrocher. La chambre de Lynn était restée intacte. Son oreiller gardait encore un peu l'odeur de sa crème préférée. Je me suis assise sur son lit, entourée des reliques de son enfance. Trophées, dessins froissés, un journal à moitié rempli d'une écriture penchée. Le jour de la cérémonie, l'église débordait de visages à peine familiers. Des gens venus de tous les coins de notre ancienne vie. Professeurs, voisins, femmes de la paroisse, vieux amis qu'on n'avait pas revus depuis des années. Certains étaient là par compassion, d'autres parce qu'ils voulaient aider, mais la majorité partageait mon besoin de dire adieu à cette jeune fille que nous avions tous perdue, chacun à sa façon. Le pasteur a lu les psaumes, sa voix douce essayant d'apaiser notre mère de tristesse. Joshua se tenait près de moi, stoïque, les mâchoires crispées. Ma mère pleurait sans retenue, un mouchoir plaqué sur la bouche. J'avais l'impression de flotter, complètement déconnectée de mon corps. Tout mon univers se réduisait au cercueil de bois clair devant l'autel. Plusieurs ont pris la parole, partageant des souvenirs de Lynn petite, son sourire, son entêtement, sa gentillesse. Certains la rappelaient, telle que je ne me souvenais plus d'elle, faisant du bénévolat au refuge pour animaux, défendant ses petites sœurs, chantant dans la chorale avant que tout ne bascule. Quand ce fut à mon tour, je me suis avancée, les mains tremblantes, des mots très simples en tête. Ma fille en n'était pas seulement ce qu'elle a fait, elle était une lumière dans nos vies, une fille qui s'est trompée, qui s'est égarée, qui a aimé passionnément et a reçu tout autant d'amour en retour. Je ne cesserai jamais de l'aimer. Elle était à moi, même quand elle fuyait, même quand elle a brisé mon cœur. Je recommencerai tout, juste pour la serrer encore une fois dans mes bras. Après la cérémonie, nous sommes allés au cimetière. Le vent portait le parfum des fleurs sauvages. Le soleil faisait briller les pierres tombales. Au moment où ils ont descendu le cercueil de Lynn, j'ai glissé l'une de mes lettres, jamais envoyée, entre ses mains, la coinçant sous les plis de sa robe. « Adieu, mon amour », ai-je murmuré, les mots se perdant dans la brise. « Je t'aimerai toujours, pour toujours. » Quand la terre s'est refermée sur elle, j'ai compris que je n'aurais jamais les réponses que je cherchais, que je ne saurais pas quand l'espoir s'était vraiment éteint, ni toutes les façons dont j'avais échoué ou celles où j'avais fait de mon mieux. Le deuil, j'ai appris qu'il était comme un caméléon. Il rentre à la maison avec vous, s'invite à votre table, vous chuchote à l'oreille dans vos rêves. Mais dans le silence qui a suivi,
entourée de ceux qui l'aimaient, j'ai senti autre chose, comme un fil de gratitude, fragile, mais bien réel. Pour chaque moment partagé, chaque souvenir, chaque éclat d'amour reçu. Je n'ai pas pu sauver Lynn, mais je pouvais la garder vivante dans ma mémoire. Je pouvais la faire exister, autrement, à travers moi. Une semaine après les obsèques, en triant les affaires de Lynn, j'ai trouvé une enveloppe cachée au fond d'un tiroir de sa commode. Son écriture, reconnaissable entre toutes, penchée, avec ses petits ronds sur les i. Sur le devant, à l'encre bleue passée, il y avait juste écrit « Pour maman ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, 3 lettres, toutes sur le même papier ligné qu'elle utilisait à l'école. La première datait de quelques mois après sa fugue. « Chère maman, je sais que tu me cherches. Je le sens, même ici. Parfois, je croise des femmes dans la rue avec des affichettes, et j'ai envie de courir vers elles et de leur demander si elles te connaissent. Mais j'ai peur. Je ne sais pas comment rentrer. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. J'espère que tu vas bien. Je t'aime, Lynn. » La deuxième, plus courte, semblait écrite un jour particulièrement sombre. Certains soirs, je rêve que je suis de retour dans ma chambre. Je t'entends fredonner, je sens l'odeur du dîner sur la cuisinière. J'aurais voulu t'écouter davantage. J'aurais voulu rester. Je sais que je t'ai rendu le pardon impossible, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. La dernière lettre remontait à quelques semaines avant sa mort. Le papier était taché de larmes, l'encre avait bavé. Maman, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. S'il te plaît, ne t'en veux pas. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu as été la meilleure maman possible. J'étais juste perdue. Je n'ai pas su retrouver mon chemin. J'espère que tu garderas en mémoire les moments heureux, nos rires, les voyages, la façon dont tu me prenais dans tes bras quand j'étais malade. Je veux que tu vives, que tu te pardonnes, et que tu n'oublies jamais que j'ai toujours été ta fille, et que tu as toujours été mon chez-moi. J'ai serré les lettres contre moi, sanglotant dans le silence de sa chambre vide. Longtemps, je me suis laissée submerger par le chagrin, non seulement pour la fille que j'avais perdue, mais aussi pour cet amour qui persistait, têtu et lumineux, malgré tout. Plus tard, j'ai rangé les lettres dans une petite boîte en bois, avec celle que je lui avais écrite, une conversation entre une mère et sa fille, à travers les années, la distance, et tous ces mots jamais dits à voix haute. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Lynn, j'ai rêvé d'elle, pas comme elle était à la fin, mais comme l'enfant qui courait dans le jardin, riant, les cheveux emmêlés par le vent. Au réveil, la douleur était toujours là, mais il y avait aussi autre chose, une petite lueur d'espoir, insistante, rappelle que l'amour, même cabossé et blessé, ne disparaît jamais tout à fait. Le deuil ne s'efface pas, il se transforme.